Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger autour d'un sujet à la fois crucial et passionnant. Comment le numérique peut-il contribuer à cet enjeu environnemental, sociétal et business qu'est le développement durable? Et plus précisément, comment peut-il contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique? Nous allons échanger grâce autour de ce sujet à propos d'un projet pionnier en Europe qui réunit ISDI, Accenture et Salesforce, et ceci avec un format avec différents contenus, un reportage, une table ronde et ensuite des questions-réponses à laquelle nous apporterons des éclairages et que vous pouvez mettre sur le chat de cet événement. Alors pour ce faire, nous avons trois invités de choix. Victor Kessler, donc vous êtes directeur général d'ISDI France. Bonjour. Manon Bouchard, donc tu es Senior Solution Engineer chez Salesforce. Bonjour à tous. Et Michael, donc tu es Salesforce Business Group Lead France au sein d'Accenture. C'est ça, bonjour à tous. Et nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Avant de passer vraiment dans le vif du sujet, pour remettre un peu ces éléments dans le contexte, donc le changement, voire le dérèglement climatique fait vraiment partie des sujets et des défis majeurs de notre temps. Et les organisations n'ont aujourd'hui plus d'autre choix que de se mobiliser, de se mettre en action pour participer activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment des émissions carbone. Elles doivent le faire à plusieurs titres pour plusieurs raisons. Bien sûr, en raison de cet enjeu et de cette urgence climatique. Également pour se mettre en alignement avec la feuille de route indiquée par les Nations Unies fin 2015 avec cet agenda 2030 qui fixe 17 grands objectifs du développement durable et parmi lesquels la lutte contre le changement climatique. Et puis comme on le verra avec vous, les organisations, les entreprises se doivent également d'intégrer le développement durable dans leurs activités pour répondre à une pression, une demande de plus en plus croissante de toutes les parties prenantes, les clients, les collaborateurs, les autorités de régulation et puis également la société civile. On va en parler donc en détail avec nos invités dans un instant, mais pour découvrir ce projet dans lequel ISDI, Accenture, Salesforce se sont lancés, parce que ces trois organisations ont vraiment une croyance forte dans l'importance du développement durable. On regarde un reportage permettant de découvrir un peu ce projet et on revient pour la table ronde dans un instant. Bienvenue, nous avons ouvert ce centre d'accélération digitale en 2020 avec pour ambition de créer un lieu dédié à la transformation digitale, au développement des compétences et à l'écosystème Salesforce en France. Nous ne pouvions ouvrir un lieu comme ça en 2020 sans prendre en compte l'environnement dans lequel il se situe. C'est pour ça qu'on a décidé de l'ouvrir en prenant des valeurs extrêmement fortes, dont celle du développement durable. Pour cela, nous avons mis en place un certain nombre d'actions, comme le choix d'un fournisseur d'électricité 100% verte, le choix d'un fournisseur de nettoyage qui utilise des produits éco-certifiés, ou encore la mise en place d'un tri sélectif. Pour mesurer l'ensemble de ces actions, à l'ouverture mais aussi à travers le temps, on a fait le choix de la solution Sustainability Cloud de Salesforce pour évaluer leur impact et pouvoir mettre en place au fur et à mesure du temps un certain nombre de mesures complémentaires pour diminuer notre empreinte carbone. Donc nous avons mis en place Sustainability Cloud avec Accenture qui nous a aidé à personnaliser et à implémenter la solution pour mesurer d'une part l'empreinte carbone en elle-même du lieu, mais aussi l'empreinte carbone générée par la venue des visiteurs. Chaque visiteur sera amené à remplir un formulaire développé par Accenture qui lui permettra de mesurer son empreinte carbone, empreinte générée par sa venue au centre d'accélération digitale, et recevra par la suite un email qui lui proposera de planter des arbres.
Alors nous revenons avec vous donc pour approfondir ce sujet. Comme nous l'avons vu, donc Salesforce a lancé cette plateforme Sustainability Cloud qui a été déployée chez ISDI grâce à l'accompagnement d'Accenture. Pourquoi vos 3 organisations ont-elles décidé de s'unir? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment c'est devenu une évidence de lancer ce projet ensemble? Vas-y, Victor. Tout d'abord, chez ISDI, on est organisme officiel de formation Salesforce depuis maintenant 3 ans, en France, mais aussi dans d'autres pays européens comme l'Espagne, en Amérique latine, au Mexique. Et on s'est développé avec cet ADN assez unique sur le marché de pure player de la formation et de pure player de Salesforce. Donc on forme l'ensemble de l'écosystème Salesforce. Et par ailleurs, on est nous-mêmes clients de Salesforce depuis une dizaine d'années dans le groupe. Et aujourd'hui, mon équipe gère l'ensemble de nos opérations, nos plannings de formation sur Salesforce. On a toujours voulu être à la pointe de l'innovation de Salesforce. On a par exemple, il y a quelques années, intégré Salesforce avec la blockchain. Et donc c'était assez naturel d'utiliser pour nous cette solution assez nouvelle de Salesforce, Sustainability Cloud, pour nous accompagner dans cette démarche. Et puis Accenture, on sait que Accenture est l'un des acteurs majeurs du marché de l'intégration Salesforce et avait cette capacité à nous accompagner d'une part sur la démarche métier, la démarche fonctionnelle et nous conseiller dans cette démarche autour du développement durable et puis les capacités à nous accompagner sur l'implémentation technique de la solution. Et c'est aussi un de nos clients puisqu'on accompagne Accenture dans la montée en compétences de leurs collaborateurs sur Salesforce. Donc en fait, ça s'est fait pour nous en tout cas assez naturellement. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Victor. Et au-delà du fait qu'Accenture effectivement est un acteur important de l'écosystème Salesforce, etc. Entre Salesforce et Accenture, et avec ISDI également, et on commence à le découvrir un peu, on a ce partage de valeurs qui est extrêmement fort sur la sustainability notamment, mais pas que. Et d'ailleurs, ce n'est pas un sujet très nouveau chez Accenture. On a récemment nommé un Chief Responsibility Officer au niveau monde. Donc, c'est des sujets qui sont extrêmement regardés chez nous, à la fois pour l'interne, à la fois vis-à-vis de ce qu'on est capable de proposer à nos clients. Et puis, on a communiqué en février de mémoire, un communiqué de presse global présentant le partenariat entre Accenture et Salesforce autour du développement de Sustainability Cloud. Donc c'est quelque chose qui est dans nos ADN, qu'on porte collectivement depuis plusieurs années. Et puis, comme tu l'as dit, on est nous-mêmes clients d'ISDI. Et donc, quand Salesforce nous a demandé si on était partant pour venir intégrer le premier projet de Sustainability Cloud en France pour ISDI en mode pro mono, effectivement, ça a été une évidence, puisque quand on a cet ADN en commun et qu'on partage ces valeurs, c'est assez facile de répondre positivement à ce genre de demande. Et en tout cas, on est très content et très heureux de l'avoir fait. Manon, est-ce que tu souhaites ajouter un élément sur cela ? Effectivement, je pense que tout a été dit. C'est un vrai bonheur à titre personnel de travailler sur le déploiement de ce projet. Et je pense qu'il y a beaucoup de synergie entre nos 3 organisations. Donc, ravie de pouvoir faire plus de projets de ce type à l'avenir. Merci. Avant d'aller vraiment très en détail sur ce projet que vous avez mené ensemble, je vous propose juste pendant un instant de prendre un peu de recul, voire un peu de revenir dans le passé. Nous sommes en décembre 2015. Les accords de Paris viennent d'être signés à l'issue de la COP 21 et ces accords fixe un objectif ambitieux qui est de se dire que la température de la planète ne doit pas dépasser les plus 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et les accords de Paris sont un peu une réponse mondiale dans le cadre de cette lutte contre le dérèglement climatique. Et on espère même à l'époque se dire de faire tout ce qui est possible pour descendre même sous les 1,5 degrés de cette augmentation de la température. Malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que tous les indicateurs sont au rouge et que si nous continuons ainsi, finalement, on va se retrouver avec une augmentation planétaire de l'ordre de 3 degrés d'ici la fin du siècle. Donc, urgence massive, mais aussi avec des initiatives comme la vôtre, une opportunité à saisir. Donc tout n'est pas perdu, loin de là, il faut juste se mettre en chemin. Et donc quand on voit cette situation, une question pour vous Manon et Mickaël, on comprend pourquoi la question du développement durable est importante en termes environnementaux pour les organisations, mais en quoi est-ce que c'est également un impératif économique business pour les entreprises ?
Oui, c'est une excellente question. Et d'ailleurs, dans les études les plus récentes à ce sujet, on constate qu'aujourd'hui, un quart des entreprises les plus grandes à l'échelle mondiale ont pris des engagements forts en matière environnementale d'ici à 2030. Donc, ce chiffre-là, il est super, un quart. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a même 4 fois plus d'entreprises au cours de ces 4 dernières années qui se sont fixées cet objectif-là. Mais par ailleurs, un quart, c'est aussi encore trop peu par rapport aux objectifs que tu viens d'évoquer. D'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, tous les stakeholders, que ce soit les investisseurs, les gouvernements, les clients ou même les employés des entreprises, sont de plus en plus exigeants vis-à-vis des entreprises sur ces sujets-là. Donc à commencer par les investisseurs, d'un point de vue reporting, transparence et d'un point de vue prise d'action par rapport aux ESG, ils sont très exigeants par rapport aux entreprises qu'ils vont financer. Donc, ils peuvent retirer leur financement ou ne pas accorder de financement si certaines conditions ne sont pas respectées ou qu'ils ne prêtent pas assez d'attention à ces sujets-là. On parle également des gouvernements. Aujourd'hui, les gouvernements sont de plus en plus exigeants vis-à-vis des attitudes des entreprises par rapport à tout ce qui est responsabilité environnementale et sociétale. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, je voyais justement que le gouvernement canadien a sorti en fait une nouvelle loi et oblige en fait toutes les entreprises qui ont aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 300 millions de dollars et qui souhaitent demander un prêt à l'État canadien de faire du reporting et de s'engager à faire des rapports annuels sur leurs actions en faveur pour le climat et faute de quoi en fait ce prêt ne leur sera même pas accordé. Donc ça, au-delà d'être une mode, en fait une tendance, ça va vraiment s'accélérer sur les mois et les années à venir et ça va devenir en fait une norme et une obligation pour toutes les entreprises et pas seulement au Canada, hein, vraiment à l'échelle mondiale. Donc voilà, on parlait des investisseurs, des gouvernements, mais il y a également bien évidemment les consommateurs, hein, comme vous et moi. On a tous, je pense, plus envie de consommer différemment, de consommer plus responsable. Et je pense que vous connaissez certainement les applications du type Yuka. Voilà, donc finalement le boom en fait de ce type d'application, c'est un peu symptomatique d'une prise de conscience collective. Et aujourd'hui, nos achats, enfin, je pense que je ne parle pas que pour moi, ils sont plus vraiment uniquement transactionnels. Donc les entreprises aujourd'hui doivent prendre en compte ça et aller au-delà dans l'expérience du consommateur et vraiment aller toucher même à son expérience, je dirais, émotionnelle, voire morale, en fait. Le mettre un petit peu devant le fait accompli et le responsabiliser dans ses achats. Et le dernier point, le dernier maillon, je dirais, pour moi, de cette chaîne de stakeholders, et pas des moindres, c'est finalement les employés. Les employés de chacune des entreprises, chacune de nos entreprises, aujourd'hui, on voit qu'ils ont envie de travailler pour des entreprises plus responsables, qui partagent des valeurs similaires aux leurs. Et d'ailleurs, je parle peut-être un petit peu pour ma génération, mais il y a beaucoup d'études de cabinets de stratégie très, très brillants qui disent que 75% aujourd'hui des millennials sont prêts à prendre une baisse dans leur salaire pour justement travailler pour ce type d'entreprise. Donc aujourd'hui, quand on sait que la guerre des talents est déjà un enjeu majeur pour les entreprises, ils doivent d'autant plus prendre ça en compte dans leur politique de recrutement. Ouais, peut-être 2-3 exemples pour illustrer ce que tu disais sur la partie client. Ce qu'on observe et les études qu'on a menées le montrent également, hein, c'est qu'il y a effectivement ce volet expérientiel de dire est-ce que j'offre à mon client, plutôt en B2C, une expérience qui va lui permettre de sentir à quel point j'ai un engagement sociétal important, etc. Et ce qu'on voit aussi, et ça c'est très vrai pour le B2B, c'est que cet engagement pour l'environnement, il joue énormément sur la fidélité client. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question d'expérience au moment où je fais mon acte d'achat, c'est aussi une question sur la fidélité, sur la rétention, et on sait tous que ça coûte beaucoup plus cher d'acquérir un nouveau client que de le retenir, etc. Donc, tu parlais de l'enjeu économique, il est aussi là vis-à-vis du client. Et puis sur les employés, moi j'ai quelques anecdotes sur ce sujet. On fait beaucoup passer d'entretiens de recrutement en ce moment. C'est une question qui revient quasi systématiquement. Quels sont les engagements d'Accenture en faveur du développement durable, de l'économie solidaire, etc. etc. Et effectivement, il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça. J'en ai jamais entendu qui me disaient qu'ils étaient prêts à baisser leur salaire pour venir, mais peut-être que ça viendra. Mais en tout cas, voilà, il y a cette demande-là qui est très forte. Et même les gens qui sont chez Accenture,
ça m'est déjà arrivé de voir un consultant me dire « moi je n'irai pas sur cette mission parce que je ne partage pas les valeurs de ce client ». Et donc, il peut partager les valeurs d'Accenture et que ce soit conforme avec ses propres convictions. En revanche, si le client ou la mission qu'on lui propose ne colle pas avec ses propres valeurs, on commence à sentir effectivement sur la génération de millennials quelques réticences parfois. Donc, c'est très bon signe parce que ça veut dire que c'est en train de s'ancrer. Et effectivement, moi je pense que le changement viendra principalement par le renouvellement et des plus jeunes qui arrivent et qui ont un état d'esprit qui est beaucoup plus ancré sur ces sujets-là que l'ancienne génération. Mais ouais, on le sent vraiment. Oui. Et donc on assiste à un changement d'air pour le mieux. On va Exactement. dire. Encore lent, mais ça arrive. Ça On y croit. Et quand on voit cette collaboration entre Salesforce et Accenture autour de ce projet de Sustainability Cloud, avec une capacité donc, aussi d'Accenture d'un déploiement assez massif dans les organisations, étant donné l'aide apportée aux entreprises en France et de par le monde, d'après vous, qu'est-ce qui fait que cette collaboration, ce partenariat entre Salesforce et Accenture peut être vraiment porteuse d'opportunités pour les entreprises? En quoi ça peut créer quelque chose de différent que ce qui existe aujourd'hui encore? Comme tu veux. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, les équipes d'Accenture vont vraiment pouvoir accompagner les clients Salesforce dans l'intégration en fait, de Sustainability Cloud dans leur stratégie commerciale, dans leur modèle d'exploitation, dans leur processus de base, pour venir finalement verticaliser, j'allais dire, verticaliser cette intégration. Donc en fait, finalement, l'expertise d'Accenture très poussée sur les industries de nos propres clients va pouvoir permettre de capitaliser sur la puissance de la plateforme Salesforce pour finalement demain atteindre plus rapidement des objectifs de neutralité carbone pour l'ensemble de nos clients. Et bon, je pense que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a chez Accenture cette capacité à conseiller nos clients sur leur nouvelle stratégie de neutralité carbone, sur la modification des usages en interne, la modification des processus, sur le pilotage des objectifs qui se sont fixés, etc. Et il nous manquait un outil de mesure. Et pour le coup, c'est en ça que la plateforme Sustainability Cloud de Salesforce est extrêmement importante, extrêmement utile dans l'ensemble de la chaîne. Parce que si on se fixe des objectifs, qu'on modifie nos processus, mais qu'on ne mesure pas la valeur et le changement qui est apporté par ça, on ne sait pas si finalement on est parti dans la bonne direction, si on va assez vite, etc. Et c'est en ça que la collaboration entre Accenture et Salesforce, plus le fait que on a accès effectivement à des vrais décideurs dans les entreprises, etc. C'est ce qui nous fait penser que, très modestement, à notre petite échelle, on a cette capacité d'essayer de faire un peu bouger les choses. Et donc, on a très envie de s'y atteler. Et donc, Victor, comme ton organisation Easy France a été pionnier dans le test de la solution et la collaboration avec Accenture pour la déployer, est-ce que tu peux partager avec nous comment ça s'est passé? La collecte des données, l'implémentation du Sustainability Cloud, comment ça a été vécu? C'est très bien passé. C'est la première bonne nouvelle. On utilise en fait Sustainability Cloud sur deux aspects et pour calculer ce qu'on appelle scope d'émissions de CO2. D'abord, ça nous permet de calculer les émissions de CO2 liées à notre activité en tant que telle au sein de notre nouveau centre d'accélération digitale. De manière très pragmatique, c'est la consommation électrique liée à notre facture d'électricité. Donc là, on a un remplissage manuel chaque mois. On reçoit le 1er et le 15 du mois nos factures et on les remplit dans Sustainability Cloud. Puis ça, et c'est la puissance de la plateforme Sustainability, ça transforme les kilowatts en fait en émissions de CO2. Donc ça, c'est assez classique et traditionnel. Je pense que ce qu'on a essayé de faire, c'est de calculer aussi les émissions de CO2 liées à ce qu'on appelle au scope 3 et liées à notre écosystème et d'intégrer cette démarche-là dans notre écosystème client-partenaire. Et donc on propose en fait à tous les visiteurs du centre qu'on vient d'ouvrir à Paris de mesurer l'empreinte carbone générée par leur venue au centre. Et ça, c'est une collecte
via un formulaire qu'on a construit sur la plateforme Salesforce, où vous venez en voiture de la banlieue parisienne à notre centre à côté de Saint-Lazare, et puis vous remplissez les quelques questions du formulaire, et le formulaire vous permet, après avoir rempli le formulaire, vous recevez un email qui vous donne le résultat de votre empreinte carbone et qui vous propose par ailleurs de participer à la reforestation et d'acheter des arbres au regard de l'émission de CO2 que vous avez émis. Et je crois que c'est ça qui est innovant, c'est qu'on a essayé d'impliquer toutes nos parties prenantes et de sensibiliser aussi nos clients. Et ça fait écho aussi à ce que disaient Manon et Mickaël sur le fait que c'est aussi une démarche envers nos clients, envers nos collaborateurs. Et on a essayé, pas seulement de calculer l'empreinte du lieu lié à l'électricité, mais aussi d'impliquer l'ensemble de nos parties prenantes et de l'intégrer dans notre démarche business. En tant qu'organisme de formation, on a aussi un rôle, je pense, de démocratisation, en tout cas d'éducation, parce que c'est notre métier, autour de ce sujet-là. Donc ça n'est pas que de la mesure et du pilotage, c'est aussi finalement déjà se projeter dans l'action grâce à ça. C'est se projeter dans l'action, et puis on a la chance d'ouvrir un nouveau lieu, donc on a mis en place un certain nombre d'actions en faveur pour essayer de limiter notre impact. Et donc grâce à la Sustainability Cloud, on va pouvoir mesurer l'évolution de cet impact et puis prendre des actions complémentaires, corriger, aller plus loin. Voilà, il n'y a pas de petits efforts. Je pense qu'il faut toujours essayer de voir plus loin et donc on va essayer. Alors on démarre l'utilisation de Sustainability Cloud en ce moment même et on va essayer à l'avenir de piloter cette démarche grâce à cette solution. Parfait. Et peut-être juste une précision, comme peut-être certains de nos spectateurs ne maîtrisent pas les questions de scope 1, 2 et 3. Juste en un mot, en fait, quand on parle de bilan carbone, le scope 1 va être les émissions directes. Si par exemple on a de la combustion sur ces sites. Le scope 2 va être les émissions indirectes liées à l'énergie, comme tu l'indiquais. Et le scope 3 va être sur l'ensemble des émissions indirectes sur le reste de la chaîne de valeur, donc depuis les achats de produits et de services, les déplacements domicile, travail ou professionnel, jusqu'à l'impact des produits et des services vendus et les déchets, donc vraiment l'ensemble de tout cela. Une question pour toi, Mickaël, comme on voyait pour raisonner avec ce que Victor racontait, quand on souhaite piloter, réduire son empreinte carbone, il faut en passer forcément par une vision, une ambition, ensuite être dans cette démarche de collecte des données, et puis après arrive le moment où on va essayer de créer une perméabilité, une porosité entre les données qui peuvent parfois venir en effet d'une facture d'électricité, d'un bout de papier, d'un tableur Excel, d'un module dans un système d'information. Aujourd'hui, les organisations ont besoin d'avoir quelque chose d'assez fluide entre les données et une plateforme facile d'accès et qui en plus permettent de piloter un peu en continu ces émissions et qu'on n'ait pas juste un rapport une fois par an pour faire sa déclaration de performance extra-financière. Du coup, aujourd'hui, cette solution et le travail qui est mené, en quoi cela peut permettre d'arriver à cette plus grande fluidité, ce qui peut donner aussi davantage envie aux entreprises d'essayer. Mais c'est assez simple en fait, et comme tu le disais, jusqu'à l'apparition de ce type de solution, les entreprises passaient beaucoup de temps à produire les rapports, à mesurer, à collecter les données, à créer cette porosité, ou en tout cas à les mettre ensemble pour en ressortir un résultat final, unique, etc. Et l'avantage d'une solution comme Sustainability Cloud, c'est que ce travail-là, de collecte de la donnée ou de branchement avec d'autres systèmes d'information, on le fait finalement qu'une seule fois. Et donc, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir un pilotage temps réel à la journée ou autre de ces émissions. Pour autant, de l'avoir de manière continue, c'est extrêmement important parce que ça nous permet de ne pas attendre 6 mois, 1 an et tout le travail fastidieux qu'on a à faire autour de ça pour prendre des actions et puis pour mesurer l'impact des actions qu'on a prises. Et ça, c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, Sustainability Cloud va permettre aux clients de passer finalement plus de temps à travailler sur les solutions qu'à travailler sur la collecte de la donnée. Et c'est en ça que ça crée un vrai changement parce qu'on est vraiment maintenant tourné vers l'action. Ok, c'est des projets qui ne sont pas extrêmement longs et extrêmement compliqués, la mise en place de Sustainability Cloud, et c'est tant mieux, parce que tout l'enjeu, il est bien sur l'action, pas sur le projet en tant que tel. Voilà. Parfait, merci. Peut-être avant de conclure et de prendre quelques questions dans le chat qui ont pu être amenées par des spectateurs,
quelles sont vos prochaines étapes à chacun dans les efforts, les envies, les initiatives de réduire les émissions carbone, soit à titre professionnel, soit même à titre personnel, si vous avez envie de partager une de vos démarches en cours? Écoutez, peut-être quelque chose de plus personnel pour ma part. On a beaucoup parlé boulot. Alors, pour être tout à fait honnête, moi, j'étais un véritable pigeon voyageur. Je le suis toujours, mais juste dans l'âme, du coup, en ce moment. Et c'est vrai que là, j'ai pas mis les pieds dans un avion depuis 15 mois maintenant, ce qui aurait été clairement impensable pour moi avant. Pour la petite histoire, avant d'être chez Salesforce, j'étais hôtesse de l'air chez Air France pendant un petit moment. Donc oui, les avions, ça me connaissait bien. Par contre, là, j'ai dû apprendre à voyager différemment. Et forcément, au début, c'est frustrant. On est en colère, on a envie de monter dans un avion et de partir à l'autre bout du monde. Mais finalement, j'ai pris les choses sous un autre angle et j'ai trouvé des nouvelles façons de vivre le voyage, finalement. Et donc aujourd'hui, je voyage beaucoup plus local. Je découvre en fait notre magnifique pays. Si vous ne connaissez pas les orgues d'Île-sur-Tête, je vous recommande fortement d'aller faire un petit tour par là-bas. Je voyage alors dans le sud de la France. Tu pourras regarder. Et donc finalement, voilà, donc beaucoup de voyages en train, beaucoup de covoiturage. J'avais pas forcément ce réflexe-là avant. Et surtout des voyages beaucoup plus d'aventure. Donc je ne sais pas si vous connaissez une agence qui s'appelle The Explora Project, qui propose en fait des voyages autour du dépassement de soi avec de véritables expéditions, avec des aventures à faible impact environnemental. Donc à chaque fois, on s'assure vraiment de préserver l'environnement qu'on traverse au cours de l'expédition. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant et qui a beaucoup changé dans ma vie. Merci pour ce partage. Je pense qu'on va tous aller regarder en quoi consistent ces aventures. Victor? Alors d'abord à titre professionnel, c'est vrai que ce projet il est pilote chez ISDI en France, mais on a aussi des centres de formation et centres d'accélération digitale à Madrid, à Barcelone et au Mexique. Donc on va étendre ce projet Sustainability Cloud au cours de l'année 2021 et peut-être 2022 dans nos différents centres. Et ça va avec, je le disais tout à l'heure, un ensemble d'actions. C'est pas que la comptabilité carbone avec Sustainability Cloud, c'est aussi le choix de fournisseurs d'électricité 100% verte, bien évidemment le tri sélectif, le choix de faire appel à des prestataires de nettoyage qui utilisent des produits éco-certifiés, etc. etc. Et puis, à titre personnel, je crois qu'il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des gestes qui participent à. Et donc, j'essaye au quotidien dans ma vie de mettre en place des petites actions qui sont où je me rends compte que finalement l'effort est pas immense pour moi. Et ça peut voyager différemment, ne plus prendre l'avion pour faire un Paris-Lyon alors qu'on peut le faire en 2 heures en TGV, essayer de prendre un peu plus les transports en commun et un peu moins peut-être les VTC quand on rentre de soirée ou des choses comme ça. Mais voilà, je pense qu'on a tous à notre petit niveau un ensemble de petits gestes à faire. Essayer de moins consommer d'eau, des produits plus éco-responsables en tant que consommateur, consommer plus local aussi. J'essaye au quotidien de mener ces petits gestes qui, à très modeste échelle... mais qui, bout à bout, ont un impact. Mis bout à bout, et puis je pense qu'on a une sphère d'influence aussi, tant au niveau professionnel, et c'est ce qu'on a essayé de faire c'est ce qu'on a essayé de faire chez ISDI, mais aussi au niveau personnel, avec nos amis, nos familles. Ah tiens, j'ai trouvé cette solution, tu dois faire pareil. Je pense que c'est comme ça d'ailleurs que un peu les applis comme UK tous se sont fait connaître par le bouche à oreille, les Too Good To Go, les choses comme ça. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans cette démarche et que c'est comme ça qu'on y arrivera. Michael? Écoute, à titre, pareil, on commencerait par le pro et puis on finira par le perso. À Vous titre êtes très pro, sage. Ouais, on est sage. Ça fait partie du programme d'Accenture. Julie Sweet, notre CEO, a dit récemment qu'il n'y avait pas de transformation sans sustainability aujourd'hui, de la même manière qu'il n'y en a pas sans digital. Donc évidemment qu'à titre professionnel, on va continuer à former les gens chez nous sur ces probabilités-là, que ce soit d'un point de vue valeur ou d'un point de vue plus technologique sur des solutions type Sustainability Cloud. Mais on va aussi continuer à développer nos offres d'accompagnement auprès des clients parce qu'effectivement, tu le disais, on a une sphère professionnelle sur laquelle on peut s'appuyer pour faire changer les comportements. Et nous, on a envie que ça devienne une part importante de notre métier et de la capacité qu'on aura demain
à accompagner nos clients là-dedans. Donc on va continuer sur ça. Et puis à titre plus perso, alors toi tu voyages plus, moi j'ai profité de cette période un peu compliquée de confinement Covid où on a tous besoin d'un peu de projets pour m'inscrire à un CAP de cuisine, figure-toi. Et, je suis pas le seul. C'est pas le premier que j'entends. Écoute, c'est très pratique parce qu'en fait, même si on est confiné, on peut toujours le faire à distance, donc ça fonctionne. C'est pas du tout frustrant. On n'a pas l'impression de remettre notre projet entre les mains de quelqu'un d'autre. Et donc, dans le cadre de cette formation-là, je fais évidemment extrêmement attention à consommer que des produits de saison, locaux, diminuer au maximum l'empreinte carbone qui est générée par ce qui se retrouve dans mon assiette au final. Et puis voilà, c'est effectivement, comme tu le disais, plein de petites actions qu'on peut prendre au quotidien, couper la douche un peu plus vite, etc. Encore une fois, ça paraît assez petit, mais mis bout à bout, de toute façon, à une échelle très individuelle, on a finalement assez peu d'autres moyens que cela, donc ne nous en privons pas. Très bien. Merci pour ces partages de chacun. Je vous propose qu'on regarde les questions qui ont pu être posées par les spectateurs. Alors, Accenture et Salesforce évoquent donc comment ils accompagnent d'autres entreprises dans leur trajectoire carbone, comme il est important d'incarner le propos, en effet. Quels sont les engagements de ces deux entreprises pour leur propre trajectoire ? Manon, si tu veux évoquer peut-être côté Salesforce. Oui, bien sûr. Donc effectivement, Salesforce a pris donc, des engagements très très forts en termes d'action pour le climat. Qui sont d'ailleurs détaillés dans notre Stakeholder Impact Report. Donc, je vous invite tous à aller le regarder, le lire. Il a été mis à jour il y a quelques semaines pour la rétrospective sur notre année 2020. Donc, forcément, on y constatera sans grande surprise que du coup, les voyages ont été fortement réduits. Mais au-delà de ça, donc, on a beaucoup d'autres engagements. Pour vous en citer quelques-uns, celui qui revient assez régulièrement, c'est qu'on est ce qu'on appelle un carbone neutral cloud. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'aujourd'hui, Salesforce va compenser 100% des émissions dues à l'utilisation de nos services par nos clients. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qu'on pourrait citer, c'est qu'on s'est engagé d'ici 2022 à utiliser 100% d'énergie renouvelable pour le fonctionnement de nos data centers. Et enfin, d'ici à 2023, Salesforce a également pris un engagement fort de se mobiliser, de soutenir la reforestation avec plus de 30 millions d'arbres d'ici 10 millions d'arbres d'ici à 2030. Merci les chiffres. Ouais, merci. Côté Accenture, également de nombreux engagements que nous avons pu prendre, à des engagements qui ont été pris notamment à travers le SBTI, en tout cas validés par le SBTI, donc Science Based Targets Initiative, et cet engagement est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 11% d'ici 2025 sur la base de 2016 et vraiment en prenant les scopes 1, 2, 3, donc l'ensemble du champ. Fin octobre dernier, 3 autres engagements ont été dévoilés. Le premier, en effet, les émissions carbone restantes qu'on ne pourra pas éviter, faire en sorte de les équilibrer alors en mettant des guillemets et beaucoup de précautions autour de ça, mais de faire en sorte d'investir dans de la séquestration carbone via des puits biologiques qui permettront d'ajuster, en tout cas de créer un effet positif d'un autre côté. Et puis également 2 autres objectifs de tendre vers le zéro déchet d'ici 2025 et également de lancer un plan d'action assez important sur la réduction du stress hydrique, notamment dans les zones sur lesquelles nous agissons de par le monde et qui peuvent être considérés par ce genre de défi. Donc, voilà. Autre question, Victor, si tu peux tout regarder. Monsieur Kessler. Voilà, Monsieur Kessler. Ça a l'air d'être pour moi. Voilà. Grâce à votre expérience pour ISDI, quels conseils donneriez-vous à une entreprise qui souhaiterait intégrer et utiliser le Sustainability Cloud? Quels défis rencontrer? Quelles bonnes surprises, etc. Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si j'aurais des conseils à donner. Ce que je peux simplement remarquer, c'est que c'est une solution extrêmement complexe et extrêmement complexe et complète qui permet d'aller quand même extrêmement loin et de manière assez précise dans la comptabilité carbone des émissions, que ce soit des 3 scopes 1, 2 et 3 d'une entreprise. Donc, en fonction de notre industrie, on prend ce qui nous concerne ou pas. Et c'est là où il y a besoin d'une expertise métier technologique et d'un accompagnement. Donc déjà, le premier conseil, c'est effectivement de se faire accompagner parce que c'est une solution qui reste pas si facile que ça à implémenter. En tout cas, on n'aurait pas été capable de le faire seul.
Et surtout, je pense que ça reste qu'une solution de mesure et donc elle ne peut avoir de sens et prendre toute sa valeur que dans une démarche plus globale, déjà de réduction des émissions et d'effort de réduction des émissions de CO2 d'une organisation, et puis de savoir où est la donnée, comment on va la récolter, etc. Sustainability Cloud va arriver a posteriori finalement. Si on ne sait pas où se trouve la donnée, on pourra acheter ou implémenter Sustainability Cloud, ça ne nous servira pas à grand chose. Donc ce serait vraiment de mener au préalable une étude vraiment précise et une démarche en interne. Voilà. Pour nous, c'était assez simple, puisqu'en fait, on vient d'ouvrir ce centre de formation au cœur de Paris. Donc on avait tout à construire, donc c'était finalement assez simple de trouver où est la donnée, etc. Mais j'imagine que pour des organisations d'une taille plus grande que la nôtre et forcément avec un historique, le projet est un tout petit peu plus complexe. Merci. Autre question? Eh bien, Victor, Alors, vous vous indiquez dans le reportage que le fait de planter des arbres allait faire partie de vos démarches. Pourquoi ce choix? On a, au-delà de la mesure de comptabilité, la mesure de nos émissions de CO2 et d'inciter nos visiteurs à mesurer leur empreinte carbone par la venue dans notre centre d'accélération digitale. On a voulu aller plus loin et sensibiliser aussi ces mêmes visiteurs, nos collaborateurs, nos partenaires, nos clients, à l'importance de la reforestation, à l'importance que jouent les forêts dans le changement climatique. Alors, ce n'est pas la solution, hein, il faut être clair, mais c'est une des solutions de participer à cet effort-là. Ça fait aussi partie, ça rend aussi la démarche assez ludique et assez ça permet quand même de sensibiliser pas mal nos parties prenantes. Et puis, c'est aussi lié à notre partenariat avec Salesforce et de participer aux ambitions que Salesforce s'est données et indirectement aux ambitions données par les chefs d'État et les chefs d'entreprise à Davos récemment, à notre modeste échelle, de participer à ces efforts collectifs. Comme dans cette belle forêt. Comme dans cette belle forêt. Question suivante. Est-ce qu'on sent qu'au-delà des obligations légales, les entreprises souhaitent mettre le développement durable au cœur de leurs préoccupations? Est-ce que l'un d'entre vous souhaite s'exprimer sur le sujet? On en a un peu parlé tout à l'heure. Finalement, on disait que c'était absolument clé et qu'il n'y avait pas de transformation aujourd'hui sans sustainable. Et on en a parlé sur l'impact que ça avait aussi bien sur les collaborateurs que sur les clients, d'un point de vue expérientiel ou d'un point de vue fidélité. Donc, oui, il y a des obligations légales et effectivement, ça sert à donner l'impulsion. Maintenant, ce qu'on sent aujourd'hui, c'est que les entreprises qui se contenteraient de répondre à ces obligations légales, elles seront moins performantes d'un point de vue business que les autres. Et ça, c'est assez nouveau, très encourageant, mais assez nouveau. Et donc oui, c'est absolument clé. Certaines entreprises sont plutôt en avance versus d'autres sur ces sujets-là, parce que c'est très souvent lié quand même à la personnalité de l'équipe dirigeante ou du dirigeant en particulier. Mais on voit des disparités assez fortes et effectivement, on commence à voir que c'est pas seulement un enjeu légal, que ça devient un enjeu économique également. Et ça, à titre personnel, je trouve que c'est une très bonne chose. Dernière question. Alors, y a-t-il un lien entre les engagements durables des entreprises et leur performance financière? Donc, comme tu l'indiquais, en effet, Mickaël, oui. Alors, pour citer une étude, notamment qui illustre cette dimension-là, une étude donc, a été menée sur 2013-2018 par deux organismes, Arabesque S-Ray, dans lequel Accenture a investi, et S&P Capital IQ, voilà, et qui ont fait une étude sur la performance financière des entreprises en fonction de leur niveau de performance ou de maturité ESG, donc environnement, social, gouvernance. Et ils ont isolé 4 groupes parmi les 7000 entreprises étudiées. Le groupe d'entreprises avait vraiment une très faible maturité ESG. Deuxième groupe avec une maturité moyenne.
Troisième groupe avec une forte maturité. Et le quatrième, forte maturité de manière constante, de manière cohérente. C'est quelque chose de profond au sein de l'organisation. Et ils ont regardé plusieurs indicateurs et on trouve... Alors, même si on ne regarde pas le groupe qui ne fait rien, mais la maturité moyenne par rapport à une forte maturité en continu, on se rend compte que la marge opérationnelle entre ce deuxième et quatrième groupe, c'est quasiment multiplié par 4 en termes de pourcentage, voilà, que la croissance du résultat opérationnel, toujours entre ce deuxième et quatrième groupe, quasiment multiplié par 3. Et que quand on regarde le rendement pour les investisseurs, on est du fois 1, 1,5, d'où en effet vraiment un impact, une corrélation qui se prouve de plus en plus aujourd'hui, et ce qui en effet, outre les obligations légales, la pression des parties prenantes, les investisseurs sont également une partie prenante importante, donc ça peut participer également de ce grand mouvement, tout à fait. Et je crois que nous sommes arrivés au bout des questions pour l'instant. Avant de conclure, est-ce que vous auriez un mot de la fin que vous souhaiteriez partager ? Merci. Ouais, merci. Juste pour dire que moi j'étais très content d'être là avec vous aujourd'hui. C'est un très bon moment. On a fait un très joli projet qui j'espère en amènera d'autres, soit chez ISDI, soit chez d'autres clients. Et ouais, faut qu'on continue tous nos efforts personnels et collectifs. Exactement. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Victor, Manon, Michael. Merci à vous d'avoir assisté à cette session. Bonne journée, à très bientôt.